Bonsoir, merci de nous rejoindre pour ce journal. Nous sommes le mardi 5 novembre et voici tout de suite les grands titres de l'actu du jour. Gros plan sur le bracelet électronique, une alternative à l'emprisonnement. Il permet aux condamnés de continuer à travailler et à mener une existence normale. Plus de 50 personnes sont ainsi surveillées en Polynésie et le taux de tentative de triche est très faible. Le centre de mémoire prend forme. 3e réunion à Paris avec la ministre de l'Outre-mer. Pour finaliser le projet, l'État apporte le terrain, le pays construit les bâtiments. On entendra les principaux partenaires de ce centre qui sera consacré à la période du nucléaire en Polynésie. La commune de Maïna décide de débarrasser ses quartiers des chiens errants. Avant la phase de capture, les habitants seront sollicités pour garder leurs animaux dans leur propriété. Une campagne de sensibilisation pour éviter les drames dans les familles qui tiennent à leurs compagnons à 4 pattes. Il est artisan bijoutier, mais aussi horloger. Il se sert de ses racines polynésiennes pour créer sa propre marque de montre. Il utilise donc de la nacre et des perles. C'est notre portrait de ce soir, celui d'un créateur tahitien installé à Besançon. Mais d'abord, un grand merci à vous tous. Nous tenons à vous remercier pour votre fidélité. Polynésie, la première, est leader sur l'info partout en Polynésie. Les parts d'audience de Polynésie, la première, progressent significativement en télé, plus 2,8, et en radio, plus 1,4. La tranche d'information TV du soir demeure la plus regardée, avec 5 points en plus. Les durées moyennes d'écoute radio et TV sont en forte hausse. Nos journaux de la mi-journée et du soir rassemblent la majorité des téléspectateurs. Ce sont les derniers résultats des sondages Médiamétrie. Ceci grâce à votre confiance et nous en sommes honorés. Et c'est au tribunal que nous allons pour ouvrir ce journal. Je reconnais les faits, a dit DJ Fred aujourd'hui, lors de la première journée de son procès. Procès devant le tribunal correctionnel où il est jugé à partir d'aujourd'hui. Wilfried Atapo, de son vrai nom, accusé d'avoir piraté et usurpé le profil Facebook de près de 80 enfants mineurs, d'abord en les corrompant, puis en les faisant chanter, ensuite pour obtenir des photos et des vidéos pornographiques. Une affaire qu'il a menée en prison en mai dernier à l'occasion de son arrestation. Wilfried Atapo est un récidiviste. Compte rendu du procès, Nicolas Suir et Patita Savea. Je reconnais l'ensemble des faits, a déclaré DJ Fred, ou de son vrai nom, Wilfried Atapo. Grand consommateur de vidéos pédopornographiques, l'employé de boîte de nuit, DJ, féru d'informatique, a piraté et usurpé plusieurs centaines de comptes Facebook après avoir corrompu leurs propriétaires. Des mineurs dont nombre d'entre elles avaient moins de 15 ans, allant jusqu'à des fillettes de 9 ans. Par une succession de mensonges, de manipulations et de menaces, 77 jeunes filles et garçons se sont pris en photo nus et se sont mis en scène dans des vidéos les montrant en train de se masturber. Les victimes, une fois pris au piège, ne pouvaient plus sortir de l'engrenage. Les conséquences sont dramatiques pour ces mineurs. Non, elle est toujours sur un ton agressif. Et parfois, je vois un peu sur sa main. Elle n'a pas de bobo, mais elle a un plastique dessus. Donc je crois que ma fille, elle est un peu... Et comme ils sont fragiles, et elle se fait du mal. Pour moi, ça me fait mal. Les victimes deviennent agressives, allant jusqu'à l'automutilation et développent un énorme problème de confiance avec eux-mêmes et avec les autres. Beaucoup n'ont plus d'amis. Je dis, elle était pleine de joie, pleine de vie, Elle faisait beaucoup d'activités et depuis tout ce qui s'est passé, aujourd'hui, elle se renferme beaucoup. Elle se renferme dans sa chambre, elle est tout le temps dans sa chambre. Au niveau des fréquentations, elle est très... En fait, elle n'a pas d'amis. Aujourd'hui, elle en a plus. Certaines victimes ont eu des tendances suicidaires ou des tendances à se mutiler, vous voyez, c'est finalement l'expression d'un grand mal-être et d'une impossibilité de parler de ces faits-là, puisqu'elles étaient prises à la fois dans ce chantage-là, dans le sentiment de honte aussi, et dans l'impossibilité d'en parler à leur famille. Et donc la solution, quand on n'a plus de solution, c'est effectivement de se faire du mal pour témoigner de ce mal-être. Mis en examen en 2017 et placé en détention sous mandat de dépôt, il avait récidivé en 2018 et a donc été replacé en détention en 2019. Condamné à 2 mois avec sursis et 500 000 francs d'amende en 2015, il risque cette fois 8 ans de prison. Voilà, et la décision de justice devrait tomber demain, après les plaidoiries des avocats.
Suite de notre série Justice, Stéphane Rattino et Patita Savea nous proposent ce soir de parler d'une alternative à l'emprisonnement pour les condamnés qui ne sont pas dangereux pour autrui. Nous continuons ce soir de suivre les activités du service de probation du ministère de la Justice. La prison n'est donc pas la seule réponse pénale. Parfois, les juges peuvent décider de la pose d'un bracelet électronique. La personne purge la peine chez elle et a des horaires pour travailler dehors. Nous avons suivi le placement sous bracelet d'un jeune homme il y a quelques jours. Une autre vie sous contrainte. Sur la cheville de ce jeune homme, John, un bracelet électronique vient d'être posé, comme une seconde peau dont il ne pourra se défaire durant de longs mois. Ce matin, un surveillant pénitentiaire est venu installer le dispositif à son domicile. C'est là qu'il effectuera la peine décidée par les magistrats. Ce bracelet sera un œil permanent sur ses obligations d'assignation à résidence. L'appareil, tu peux consulter tes horaires jusqu'à 15 jours. Dès qu'il y a infraction sur les horaires, le premier réflexe pour eux, c'est de contacter la personne placée sur son dispositif pour vérifier si effectivement il n'est pas chez lui. S'il ne répond pas à celui, ça confirme bien le fait qu'il n'est pas chez lui. Ensuite, on les contacte sur le portable. C'est pour ça que c'est important pour eux qu'ils soient joignables à tout moment pour justement qu'ils puissent se justifier sur le motif du retard ou de l'absence au domicile. Les politiques pénales, en fonction des profils délinquants, cherchent à mettre en place des peines alternatives à la prison. La surveillance électronique est un de ces billets. Dans le cas de John, le juge d'application des peines autorise des heures de sortie. Le but, continuer à travailler. Contrairement à l'incarcération, cette sanction ne défait pas les liens humains et sociaux. John, un primo-délinquant, en sait l'importance. Voilà, c'est une première pour moi. Tu as eu peur d'aller en prison ? Si j'avais pas ma compagne, non. Ouais. Si j'étais célibataire ou tout seul, hein, non. Mais après, j'avais plutôt peur de laisser ma compagne tout seule, c'est ça. Donc c'est une solution pour travailler, pour avoir les liens de famille encore, ça ? Oui. Et peut-être changer aussi. Changer mentalement, hein, pour plus refaire ce que j'ai fait, quoi. Voilà. Actuellement, 51 personnes en Polynésie sont équipées d'un bracelet électronique. Cela est simplement possible à Tahiti, Moorea et Raiatea. 3 agents du ministère de la Justice sont chargés du suivi. Sur cet ordinateur, le moindre incident est automatiquement signalé. Mais les condamnés respectent quasiment tous toutes les obligations, à part 5%, dit-on, dont la prison et la suite du chemin. 5%, c'est pas beaucoup. Ça veut dire qu'effectivement, les mesures proposées sont réellement adaptées en fait, à la situation de ces personnes-là. Ça veut dire que les garçons saisissent la chance qu'il leur est donnée. Exactement. Merci. N'oublie pas tout ce qu'on t'a dit, hein? Oui. Bien respecté. Tu respectes bien, tout va bien se passer. D'accord. Ainsi, le contrat est passé avec John. Au moindre écart, son bracelet fera bip. Et demain, nous nous rendrons à Rimatara pour un reportage sur la justice foraine, celle qui se déplace dans les îles. Il y a bientôt 2 ans, la ministre de l'Outre-mer, Annick Girardin, en visite à Tahiti, a annoncé la création d'un centre de mémoire. Il a pour objet de réunir toute la documentation disponible sur les essais nucléaires effectués en Polynésie de 1966 à 1996. Une 3e réunion s'est tenue à Paris pour l'accélération des travaux. Le pays sera chargé de la construction et l'État rétrocède un terrain sur le front de mer, celle de l'ancien commandant des forces maritimes. Les explications tout de suite de Heidi Yenko et Sandro Ly. Lors de son passage en Polynésie, la ministre des Outre-mer avait parlé de rétrocéder cette propriété située en centre-ville de Papeete pour en faire un centre de mémoire du nucléaire. Ce matin à Paris, la députée Maïna Sage l'a interpellée à ce sujet. En revanche, ce petit amendement du ministre des Finances est venu préciser que la construction de ce centre se ferait à nos frais, uniquement. Mais je trouve que vu la sensibilité du sujet, ça me paraît vraiment indécent aujourd'hui de dire à la Polynésie que oui, on est d'accord pour un centre de mémoire lié aux 30 ans d'essais nucléaires en Polynésie, mais que la construction sera à la charge de la Polynésie. C'est ce qui avait été décidé. Ce qui a été décidé, c'est que l'État a apporté effectivement le terrain
ou du moins le donner à titre gracieux, une évaluation de 5 millions d'euros. Là, le pays, pour sa part, construisait effectivement le centre de mémoire et nous intervenions ensemble sur le contenu, bien sûr, de ce centre de mémoire. Et je comprends votre questionnement. En même temps, je dois vous dire que sur ce sujet, l'État sera au rendez-vous et le président de la République aura sans doute l'occasion, lors de sa prochaine visite, de le rappeler. Propos confirmés par le président Fritsch qui, avec le haut-commissaire, faisait un point presse ce matin. J'ai décidé à ce moment-là que le pays intervienne dans la construction de ce bâtiment. L'État intervient par l'apport du terrain. Je vous rappelle ça, que le terrain est estimé à 800 millions de francs pacifiques, malgré tout. Il était mis en vente. Nous avons arrêté la vente pour que, avec l'État, nous puissions construire ce projet à la demande de certains de nos associations. La polémique semble cesser de fait, du moins jusqu'à la venue du président Macron l'an prochain. Changement de sujet, comme annoncé hier, on reparle du problème des chiens dans la rue, qu'ils soient errants ou divagants, ce qui n'est pas la même chose, mais revient au même. Les animaux domestiques en liberté et sans surveillance posent des tas de problèmes de sécurité et d'hygiène. Les communes sont largement débordées. À Maïna, les élus ont décidé de faire intervenir la patrouille animale, ce qui pose aussi toute une série de questions. Dans quelles conditions seront capturés les chiens de la rue et que deviendront-ils ensuite? Mais avant de passer à l'action, les élus de Maïna vont tenter de sensibiliser les propriétaires. On voit cela avec Stéphane Ratino et Sandro Ly. C'est une image qui peut-être bientôt sera datée à Maïna, un passé révolu. Un arrêté municipal et un plan d'action communal ont été actés. Il s'agit de faire en sorte que les rues, les plages et l'espace public ne soient plus le terrain de jeu de chiens pullulants. Dans la commune, pas loin d'une centaine de canidés vivent dehors. C'est une situation qui m'interpelle à ce niveau-là, en termes de sécurité et en termes d'impact sanitaire sur les enfants, notamment parce que j'ai eu des retours d'informations, notamment des rapports qui me sont remontés sur la présence de chiens errants. Donc les propriétaires n'ont pas été identifiés. Culturellement, c'est une bataille qui peut se gagner facilement ou ça va être long, compliqué, difficile? Je pense que ça va être long parce que c'est une question de perception des mentalités. La commune va sensibiliser la population. Progressivement, des amendes pourront être établies. Les tarifs de 4 100 francs à plus de 16 000 francs. Dans certaines vallées plutôt discrètes, les gens abandonnent les chiots et avec le temps, on les retrouve au loin. Mike est le prestataire de service. Il travaille déjà à la presqu'île depuis 1 an. La mairie de Maïna souhaite profiter de son expérience. L'idée, inciter la population à stériliser les animaux. Pousser les personnes à faire le premier pas, de venir s'inscrire en mairie. Et quitte à assurer le transfert, je peux aussi faire le transfert, récupérer chez la personne, déposer chez le vétérinaire, le ramener après, une fois stérilisé. C'est vraiment, on va dire, favoriser l'état d'esprit de faire stériliser son chien. Il y a déjà 1 an que tu travailles avec cette entreprise à la presqu'île. Est-ce que tu as le sentiment que les mentalités évoluent de la part des gens? Oui, en 1 an, on a mis du temps. On a fait petit à petit. Les mairies, ils n'ont pas imposé de quotas. C'était vraiment au fur et à mesure. Et là, on s'attaque au problème des naissances, en fait. C'est la stérilisation et la castration. Le recensement des chiens errants va commencer. La recherche de familles d'accueil est en cours. À Maïna, la logique n'est pas à l'euthanasie des animaux, loin de là. Voilà, et pour clore, une jolie histoire de chiens. Les pompiers de Papeete n'ont pas hésité à sortir une échelle et à prendre des risques pour aller sauver une chienne jetée à la rivière, sans doute par ses maîtres, car elle semble âgée. Elle n'aurait pas pu s'en sortir sans cette aide. Les images ont été diffusées par la SPAP sur son site Facebook, mais cette opération date du 31 octobre, ce qui n'enlève rien à la beauté du geste. Après le viticulteur tahitien, voici l'horloger tahitien. Il s'appelle Emmanuel Faitoa et vit à Besançon, le berceau de l'horlogerie française. Il est né il y a 50 ans d'une mère originaire de la région et d'un père tahitien. Il a créé sa propre marque de montres et elle fonctionne bien puisqu'il peut vivre tranquillement entre le Haut-Doubs et la Polynésie. Et vous allez craquer sur ses créations, elles sont typiquement polynésiennes. Rencontre avec Alban Lucin et Didier Berthe. Il a fait du temps son allié. Emmanuel Faitoa a passé sa vie à faire le va-et-vient entre le Haut-Doubs de sa maman et le Fénois de son papa. 12 heures de plus, 12 heures de moins, le tahitien a toujours eu un lien avec le monde horloger. Quand j'étais enfant dans Morteau, il y avait plein de sociétés d'horlogerie. Donc c'était habituel. Les conversations des grandes personnes, quand tu écoutais, ils étaient dans le monde horloger et ils parlaient d'horlogerie.
Et quand j'étais sur l'île de mon papa, il fallait bien dire que la conversation, c'était plutôt la perliculture et les nacres. Je ne voyais pas le rapprochement entre la montre, la nacre et la perle. Ce défi, Manu décide de le relever. Il y a 12 ans, le Tahitien se jette à l'eau. Sur sa terrasse, en bord de Saône, il crée Temanu, la première marque de montre polynésienne, un concept unique et protégé. Le bébé, il est là. Le brevet, il est là. La perle de Tahiti sur leur montoir. Ça m'a fait sourire parce que dans le monde horloger, il y a 12 ans en arrière, on m'a dit très franchement, qu'est-ce que c'est bête comme idée, pourquoi on n'y a pas pensé avant? Temanu, comme un trait d'union entre ici et là-bas, où l'attend sa famille. Je me présente, Emmanuel. Je vous présente Emmanuel. On a les deux mêmes prénoms. Et en fait, on nous appelle en France, on nous appelle Manu et Manu. Hein. Les Manu deviennent Temanu en tahitien. Et Temanu, le Manu en tahitien, c'est l'oiseau. Je vous souhaite une belle journée. Pour moi, c'est la fin de la journée, une fois de plus. Profitez bien, travaillez bien. Moi, je vais aller me faire un gros dodo pour attaquer le dernier salon à Lure ce week-end. La première marque de montre polynésienne avec perles de Tahiti. C'est joli ça. Ou bien tout gravé dans la nacre, tu vois. Et puis maman, en plus je les présente dans les noix de coco. Montres, mais aussi bijoux, stylos et même bientôt des horloges customisées, toujours associées à cette perle de Tahiti. Comme je suis un bon Polynésien, c'est toi qui vas faire. Hein. Vraiment, les perles, ça nous attire. Il y a vraiment différentes couleurs. C'est magnifique. Je crois qu'on a un très très beau mot qui s'appelle Tahiti. Il n'y a rien à faire. Tahiti fait encore briller les yeux. La fenêtre sur le Pacifique nous emmène ce soir en Australie. L'Australie qui, comme la Californie, est fortement impactée par les incendies. Ce week-end à Sydney, l'air était irrespirable. Le reportage de Caroline Antique-Martin sur des images d'ABC News. Week-end brumeux pour les habitants de Sydney. Les nuages bas couplés à la fumée réduisent la visibilité et rendent l'air difficilement respirable. Malgré ces conditions difficiles, certains n'hésitent pas à prendre l'air, à vélo, en kayak et même en laisse. Elle va bien, juste un peu de mal à respirer. Comment vont les poumons ? Un peu fatigué, mais je pense que c'est surtout dû à la marche. Plus de 60 incendies ravagent actuellement la Nouvelle-Galles du Sud. Beaucoup sont situés sur la côte, au nord de Sydney. Les fumées sont poussées par des vents de nord-est directement le long du littoral en direction de la ville. Résultat, la qualité de l'air a été classée dangereuse dans plusieurs quartiers et les services médicaux ont reçu des dizaines d'appels de personnes asthmatiques en difficulté respiratoire. Il leur était donc fortement recommandé de rester chez elles. Évitez de sortir si vous n'avez pas le choix. Réduisez au maximum la durée d'exposition aux fumées et surtout n'oubliez pas vos médicaments. C'est très important. Les conditions devraient s'améliorer ce soir ou demain avec le retour des vents d'ouest. Enfin, ce petit détour par la Nouvelle-Calédonie pour quelques coups de rame à la recherche de dons pour la lutte contre le cancer. Le club de Vaatuape à Nouméa a pris le bon cap. 450 000 francs ont été récoltés. 300 participants ont ramé pour cette grande cause. Le reportage sur place de Lizzie Carboni et Laura Chintou. Ahoe no Teora, autrement dit, rame pour la vie en tahitien. Armés d'une pagaie et de beaucoup de bonne volonté, les Calédoniens se sont mobilisés pour la bonne cause, s'initiant ainsi au Va'a à bord de V6 et V12 en baie de Sainte-Marie. J'ai jamais fait ça de ma vie et je viens aussi pour la cause, pour la Ligue contre le cancer. J'ai hâte d'essayer. Près de 300 amateurs et confirmés ont été solidaires pour cette journée placée sous le signe de la lutte contre le cancer. Voguant ainsi contre vents et marées, les rameurs du jour ont pu compter sur les précieux conseils des membres du club Tuha'apae. C'est un immense plaisir de faire découvrir cette activité sportive à des néophytes. Parce que c'est vrai que c'est génial. Et quand on aime l'eau, il n'y a pas de problème. Non, c'est pas difficile en fait. Même si vous ne connaissez pas les gens, en fait, il suffit de ramer en fait, avec le même rythme, la même cadence. Donc non, voilà, c'est très chouette. La discipline compte beaucoup de féminines parmi ses adhérents. Inédit sur le territoire, l'événement Rame pour la vie fait suite à la campagne d'Octobre Rose, l'occasion de rappeler que le combat contre la maladie ne se fait jamais seul. Chaque année, en Nouvelle-Calédonie, près de 150 Calédoniennes sont touchées par le cancer du sein. Je fais du VA depuis presque 10 ans maintenant. Et il y a 5 ans, j'ai eu un cancer du sein. Et durant les traitements qui sont très lourds, j'ai continué à ramer.
Et ça m'a énormément aidé au niveau du moral, parce qu'à savoir que les traitements sont quand même très lourds et on est souvent fatigué, pas en forme et tout, pas le moral. Et donc le fait de ramer, de faire du sport m'a aidé énormément. La pirogue, c'est quand même une famille, on ne vous laisse jamais tout seul. La grande famille du Vaha a pu récolter près de 450 000 francs au profit de la Ligue contre le cancer. Après un tel succès, Rame pour la vie ne rendra pas les pagaies tout de suite. De beaux projets sont en préparation pour 2020. Voilà, et nous verrons cela. Nous arrivons au terme de ce journal. L'info principale, c'est ce procès de Wilfried Attapo. L'individu âgé de 34 ans risque 8 ans de prison pour corruption de mineurs. Son procès continue demain. Quant à nos confrères de la presse écrite, ils vous proposent leurs éditions de demain mercredi sur ces gros titres. La Dépêche d'abord, titre « La démolition identitaire à la barre ». Tahiti Info, c'est 31 Miss attendues à Tahiti. Voilà, merci d'avoir suivi ce journal jusqu'à son terme. Restez avec nous pour la suite de notre programme, une série policière avec Tomer Sisley et en fin de soirée, la rediffusion d'un magazine sur Amanou réalisé en 2000 par la rédaction. Demain matin, les infos radios seront présentées par Teupo Fatupoa Avae et Aipoa Teuira. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir, même heure, même motif. Je vous laisse avec la jolie voix de Michel Dechazeau qui a un message à vous délivrer. Très belle nuit à tous. Nous avons tremblé pendant la première tempête, vibré pendant la première étape. Nous avons vu vos premières larmes et vécu votre première victoire. Depuis 1965, toutes les premières, nous les vivons ensemble. Présente chaque jour sur tous les terrains pour vous informer, vous cultiver et vous divertir, Polynésie la première vous éclaire sur le Fénois et sur le monde. Aujourd'hui, comme demain, Polynésie la première sera toujours à vos côtés. Polynésie la première, construisons l'avenir ensemble.